vous êtes là l'un et l'autre pour cette table ronde, c'est pour essayer de comprendre et de faire un partage d'expérience par rapport à tout ce qui a été dit sur Sol et civilisation, son enjeu justement de comprendre la complexité, de créer l'idée, ensuite d'avancer sur de l'action et puis de développer recherche, innovation en tout point. Vous, par rapport à vos territoires, si finalement vos méthodes d'action corroborent et à quoi sert ces laboratoires d'idées et comment on les fait aujourd'hui rentrer dans l'action pour servir l'intérêt général. Donc Caroline Grazier, vous, au niveau de la fabrique de l'industrie, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu si par rapport à tout ce qu'on a pu entendre jusque-là sur la rétrospective qui a été proposée, ça résonne avec ce que vous pouvez faire, vous, par rapport à votre champ qui est complètement différent, a priori? Merci beaucoup pour cette invitation. Je suis ravie d'être présente parmi vous. J'ai beaucoup aimé la rétrospective que vous avez proposée parce qu'il y a beaucoup de choses qui résonnent avec, bien sûr, ce que fait la Fabrique de l'Industrie. Donc, rapidement, la Fabrique de l'Industrie se présente comme un laboratoire d'idées, un lieu de réflexion qui a le statut associatif. Donc, le but, il n'y a absolument aucun but lucratif. La Fabrique de l'Industrie a été créée en 2011. Donc si on reprend très rapidement l'histoire avec un grand H, 2011 ça correspond à une phase où l'industrie s'est repliée depuis une trentaine d'années. Dans les années 70, donc la part de l'industrie manufacturière à la fois dans l'emploi et à la fois dans le PIB se situait entre 20 et 25%. Au début de la décennie 2010, on n'est plus qu'à une part aux alentours de 10%. Donc à ce stade-là, les industriels se posent la question qu'est-ce qu'on peut faire pour finalement revitaliser le tissu industriel en France. Donc peut-être qu'aujourd'hui, cette question de la réindustrialisation paraît... Alors je ne sais pas si ça vous parle beaucoup. Nous, on a l'impression, en tout cas en parlant dans le monde de l'industrie, que c'est quelque chose qui commence à être vraiment ancré dans les esprits. Et du coup, c'est une question que j'aimerais bien vous adresser. Est-ce que vous, cette question de la réindustrialisation vous parle? Parce qu'effectivement, aujourd'hui... au niveau notamment politique publique, gouvernement, ils emploient beaucoup ces termes de relocalisation et réindustrialisation. Mais aujourd'hui, effectivement, au-delà d'annoncer que l'on va avoir des relocalisations, des réindustrialisations, il faut mettre en place des actions. Et je reviens donc finalement à l'objectif initial de la fabrique, en 2011, donc, en 2011 qui était donc de faire finalement un point d'étape sur l'état de l'industrie en France et en Europe, de favoriser une réflexion sur qu'est-ce qu'on peut faire justement, quels sont les leviers d'action qui sont à disposition des industriels pour favoriser donc un nouveau dynamisme, quelles sont les perspectives futures, et puis aussi un des objectifs de la fabrique qui résonne aussi beaucoup avec un des vôtres, c'est celui aussi de faire émerger un espace de dialogue entre différentes parties qui n'ont pas du tout l'habitude de dialoguer ensemble, et en ça je pense qu'on partage cet objectif-là. Donc pour cela, qu'est-ce qu'on a mis en place? Donc nous, on a une décennie d'histoire, pas 30. Donc je vais m'arrêter sur ce qu'on a fait durant la dernière décennie. Voilà, ma rétrospective sera plus courte, effectivement. Il n'empêche que ce qui est intéressant, on a entendu plusieurs fois, il y a certains mots qui sont revenus beaucoup. Il y avait par exemple la perception des signaux faibles. Donc, je pense que dans la salle, les signaux faibles qui corroborent avec les sujets traités par Sol et civilisation, ils sont connus, plus ou moins. On entendait Didier en sourire. Vous, en revanche, quand vous dites vous faisiez l'état de l'industrie, quels étaient les signaux faibles que vous deviez repérer? Parce que c'est comme ça aussi que ça travaille un laboratoire d'idées, c'est repérer un petit peu l'air du temps, les signaux faibles, qu'est-ce qui se passe, les enjeux. Vous, c'était quoi? Justement, je vais faire le lien avec ce que je voulais dire. On voit, en fait, à la fabrique, on a, on va se dire, deux grands volets d'action. D'une part, on réalise des études, ou on publie des études qui sont réalisées par des experts extérieurs. Et on a une deuxième partie qui est plutôt événementielle. Donc il y a Mathilde Jolis qui est ici, qui notamment s'occupe de cette partie événementielle. Et en fait, si on regarde les 10 dernières années de publication, on se rend compte effectivement
qu'on a eu une évolution des thématiques que l'on a pu traiter. Donc si on regarde les premières publications sous la forme de petits livres édités par la Fabrique de l'Industrie, les thématiques qui étaient en jeu, c'était la question de l'internationalisation, de la compétitivité, de l'industrie 4.0, industrie du futur, tous ces concepts-là, déjà de comprendre qu'est-ce qu'il y avait derrière ces nouveaux concepts qui étaient affichés. Et puis la deuxième chose, c'est comment les mettre en place dans l'industrie. Et puis petit à petit, et plus récemment, on est sur des thématiques, bien sûr, transition écologique. On est aussi sur une thématique territoriale. Comment on fait sur les territoires aujourd'hui pour essayer de revitaliser un territoire qui soit historiquement été industriel, qui a perdu de son éclat, ou alors comment on fait pour implanter une industrie sur un nouveau territoire. Et puis une troisième thématique qui reste celle autour de l'industrie 4.0, de l'innovation aujourd'hui, quel type d'innovation pourrait permettre finalement de monter en gamme dans l'industrie, parce que si on reprend le rapport Gallois de 2012, et donc Louis Gallois est aussi un président de la Fabrique avec Pierre-André Tchalanda, une de ses propositions c'était de dire attention, dans l'industrie il faut monter en gamme, on ne pourra pas faire face à la concurrence des pays étrangers sur des produits qui nécessitent une main-d'œuvre peu chère, mais il faut monter en gamme. Et une solution pour monter en gamme, c'est d'aller sur des produits innovants ou des processus innovants. Donc on s'intéresse à cette question notamment des innovations de rupture. Donc voilà un peu aujourd'hui sur ces thématiques et voilà, ce sont des choses, je pense, qu'on entend aujourd'hui tous dans les médias, mais voilà, en 10 ans, en fait, on a vu ce déplacement de thématiques. Ce déplacement de thématiques, ça c'est au niveau de l'idée et au niveau de l'action, pour rebondir encore sur ce qu'on a entendu là. Est-ce que votre champ d'action, enfin il est de quel ordre après tout? Est-ce que vous restez sur le registre de la pensée ou alors vous avez des leviers d'intervention d'une certaine façon, et avec quels acteurs? C'est quoi votre monde à vous? Alors nous, on a un peu moins de leviers d'action, donc c'était également intéressant de ce point de vue-là. Nous, alors on est sur un levier d'action effectivement de partager nos études, faire émerger un débat. Donc c'est ce que je vous dis, on diffuse les livres, on organise des rencontres avec différentes parties prenantes, que ce soit des politiques, des acteurs locaux, des industriels. Mais après, au-delà de ça, nous, on n'a pas de pouvoir d'intervention directement sur une politique donnée. Mais on est là pour donner soit des nouvelles questions, apporter de nouvelles perspectives et bien sûr essayer de réfléchir ensemble à des solutions. Ce qu'on entend, je pense que vous l'entendez aussi sur en parallèle avec ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est vraiment cette réflexion de cette articulation de l'échelle locale et globale, voir comment vous arrivez à réancrer finalement dans les territoires aussi la réflexion de l'industrie, comme c'était abordé tout à l'heure. Alors, dans le cas particulier des territoires, donc, la Fabrique de l'Industrie s'intéresse à cette question depuis le début et met un peu plus l'accent dessus depuis je dirais 4 ans, au sein d'un observatoire des territoires d'industrie qui a été créé en partenariat avec différentes institutions, dont la Caisse des dépôts et l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Et dans ce cadre-là, on part à la rencontre des acteurs locaux pour organiser des débats, notamment entre industriels et élus qui ne se parlent pas forcément, avec aussi des représentants de la société civile, parce que je pense que c'est aussi le cas certainement dans le monde agricole, mais lorsqu'on décide d'implanter un projet industriel, il y a tout un problème d'acceptabilité qui est très important et qui nécessite qu'il y ait un dialogue qui s'instaure non pas seulement entre, on va dire, ceux qui ont un pouvoir décisionnaire, mais aussi avec ceux qui vont subir au quotidien et qui vont vivre avec ce projet industriel-là. Comment, justement, juste pour terminer là-dessus, après je donne la parole à Marc-Julie, mais juste pour faire un petit tour de votre territoire à vous, d'une certaine façon, comment, parce que j'imagine que finalement, quand on construit ce genre de laboratoire, c'est face à une contrainte, comme quand on crée de l'innovation, c'est par rapport à la contrainte. Donc il y a aujourd'hui des injonctions contradictoires dans la société. Il y a à la fois cette idée de réindustrialiser la France, et en même temps de respecter ses sols. C'est aussi ce que vous avez écrit là-dessus, sur la réflexion à la suite de la loi climat et résilience. Donc finalement, on se retrouve toujours dans des injonctions contradictoires de respecter les sols et en même temps réindustrialiser. Ça, c'est votre complexité à vous de réflexion? Oui, et donc vous pouvez aussi ajouter l'acceptabilité et plus généralement aussi
l'image négative qui est donnée de l'industrie, et peut-être que j'aurais dû commencer par là, mais un des objectifs aussi de la Fabrique, c'est de redonner une image positive de l'industrie et de faire en sorte aussi que l'industrie se transforme avec les mouvements du moment, notamment la transition écologique. Mais oui, on est toujours face à des contradictions lorsqu'on travaille sur l'industrie, mais c'est ce qui en fait aussi l'intérêt. Je me tourne vers vous, Marc Giguet, vous êtes Giguet. Non, mais non, on dit les choses. Non, il n'y est pas, vous avez raison. Les Allemands disent Giguet. Ouais, voilà, c'est ça. Et ben moi je dis Giguet. Vous êtes président de European Institute for Creative Strategies and Innovation et du Club de Paris des directeurs de l'innovation. C'est ça. Tout ça, c'est bien prononcé. C'est quoi alors ce Club de Paris oui, l'Institut fait de la recherche. Si l'on compare avec Sol et Civilisation et tout, oui, c'est plutôt l'activité club. Donc c'est structure coopérative, d'échange, etc. Nous, on s'est créé en 2008. L'année de la crise des subprimes, tout le monde pensait que c'était la fin du monde, vous savez. Ouais, et justement, il y avait la rencontre nationale des directeurs de l'innovation. Et dans cette ambiance où tout allait disparaître, on dit qu'il serait bien qu'on se regroupe en un club pour continuer à travailler ensemble. La plupart de ces structures, on les a comparées, naissent plutôt dans un contexte de crise. Absolument. Ou de changement radical. Ouais. Si tout va bien comme d'habitude, si vous voulez, pas besoin de penser la mutation. Et on n'a pas trop à se préoccuper. Et quand là, il y a une inquiétude, on le voit bien en ce moment. C'est un naturel chez les humains, c'est de regrouper dans ces cas-là. Ils font le cercle autour du feu, voyez, tout ça, des chariots, des conquérants. Et donc, nous, ça regroupe en fait plutôt des grandes entreprises, mais c'est dur de faire bouger des entreprises de 200 000 personnes quand il y a des virages rapides à prendre. Hein. On n'a pas une Ferrari. Hein. On a un gros autobus. C'est quel genre de profil dans l'entreprise les directions innovation ont été créées il y a une quinzaine d'années. Ouais. Il n'y en avait pas beaucoup au début, maintenant ils se nomment 10 par semaine pratiquement, mais ça peut être R&D, ça peut être en fait stratégie, R&D, innovation. C'est la partie qui bouge dans des structures qui ne bougent pas tant que ça, si vous voulez. C'est leur mission. Alors ça dépend de chacune derrière les termes. Nous, c'est les grands 440, SBF 120, des leaders mondiaux, c'est les grands organismes publics. C'est la Banque de France, le CEA, les pôles, le CNRS, ces gens-là, la Sécu, enfin ces gens-là, le ministère de la Défense, et les grands centres de recherche. 32, c'est-à-dire les plus grands, enfin les centres Carnot, Donc ils sont combien à peu près? Ça fait 150 environ, 150. Une centaine d'entreprises. Alors il y a un principe qu'on a au début, c'est qu'il faut au moins avoir un leadership mondial ou avoir envie de l'avoir. D'accord. On n'est pas franchouillard, on s'appelle Club de Paris, mais on coopère beaucoup avec nos amis japonais, Japan Innovation Network, chinois, américains et tout. Nous, ça vient Institut européen, on est sur le renouveau de l'Europe. On a des valeurs européennes, on n'a pas honte d'être européen, on ne pense pas qu'on a un vieux machin, on pense qu'il reste plus que des beaux restes, mais on est ouvert à la coopération. On n'est pas les GAFA, parce que tout le temps on dit la vieille Europe et tout, même on a des jeunes où ils disent c'est foutu. Bon, dans les mains, ils ont des trucs chinois, américains, japonais. Donc, nous, c'est une base européenne, mais on n'est pas du tout fermé. Chez nous, il y a Microsoft, Cisco, IBM, bon, ça ne peut pas dire que c'est des... Et alors, tous ces gens-là... alors, qu'est-ce qu'on fait ensemble, en fait? Qu'est-ce qu'ils donnent? Qu'est-ce qu'ils viennent donner? Qu'est-ce qu'ils viennent chercher? C'est retour d'expérience. D'accord. Moi, j'avais monté au Brésil et en Chine, j'ai enseigné dans d'autres pays, je trouvais que les gens coopéraient plus. Nous avait dit, tu sais, tu mets ensemble L'Oréal et Chanel, il y aura du sang sur les murs. Bon, pas du tout, les gens ne sont pas stupides. Nous, il peut y avoir Terena et Invivo et personne ne meurt. Bon. Et donc, justement, c'est de mettre en commun quoi? Le retour d'expérience. Vous faites comment chez vous? Et sur ça, vous travaillez comment? Ça se passe très très bien. Formation, toutes les formations sont communes. On forme ensemble tous les directeurs innovation. Vous formez à quoi? À apprendre la direction innovation corporate. D'accord, c'est-à-dire peser plus dans l'entreprise en fait. Oui, ou l'entreprise, ou au ministère de la Défense, ou la Sécu, voilà, qui vont piloter, qui vont avoir une délégation au niveau de la direction générale, de faire bouger les choses, hein, de travailler ensemble, direction stratégie, innovation, développement durable, et un poil de digital, hein, et puis vous faites bouger tout ça. Donc c'est ces gens-là, donc on apprend ensemble, et c'est vraiment très bien. Parce que vous avez une coopérative, vous avez l'État qui doit aussi faire bouger le ministère des Finances, il y a L'Oréal, il y a Chanel, il y a Airbus. Donc voilà, ça marche plus bien. Il n'y a pas du tout de sang sur le mur, les gens sont très coopératifs, naturellement, ils se parlent tout de suite. Et vous t'en es où, tout ça? Donc ils se remettent ensemble. Comment tu gères en ce moment l'argent pour la R&D alors que les taux sont négatifs, par exemple? Donc pour eux, c'est très concret, c'est s'aider mutuellement. Formation en commun, on voyage ensemble. Alors ça a été un peu moins le cas avec le Covid. Hein. On va voir nos alter ego
américains, allemands, belges, chinois, qui on veut, pour voir comment ils font, parce que c'est aussi des multinationales, ils font autrement. On se met à l'école d'un pays pendant 2-3 jours ou une semaine, hein, pour ça, et puis on a mis aussi toute l'information en commun. Donc on diffuse environ 4000 à 5000 études par an, parce que le monde change vite, il y a beaucoup de travaux. On s'est aperçu que les gens n'étaient pas très bien informés, ils n'avaient pas le temps, ils lisaient de la littérature de gare au lieu de lire des bons rapports, comme ce que sort la Fabrique de l'Industrie ou d'autres. Et donc, en fait, pas faute de temps, d'ailleurs, notre prochain séminaire, on le fait chez IBM, il est sur comment mieux s'informer en période où le monde change si vite, alors qu'on n'a pas le temps, comment ça se passe, comment remettre ça en route. Et puis, petit à petit, ça s'est élargi, les gens maintenant ils veulent tout faire ensemble. Donc du networking, des visites, on va voir des grands centres de recherche, par exemple le CERN, le plus grand centre de recherche du monde, dont toutes les connaissances sont propriété de l'humanité, donc il n'y a pas de coût de transfert du know-how. On le voit avec les steaks dans l'espace, tout ça. Donc voilà, nous c'est les gens qui, en fait au début ils hésitaient un petit peu, les gens du luxe disaient non, on ne pourra rien dire, on ne dit rien chez nous. Ah, nous, Chanel, c'est Dieu qui nous inspire, on ne fait pas de making-of, enfin, vous voyez, le luxe parisien. Puis en fait, ils pipelaient autant que les autres. Ouais. Donc, le plaisir d'être ensemble aussi, ils s'aperçoivent qu'ils ont des moyens d'action quand ils se regroupent. C'est quand même pas n'importe quoi, c'est là, je vous dis, cette prise de confiance. On a une bonne image dans le monde, on est le plus grand club du monde maintenant sur ces choses-là, si vous voulez. Donc moi je trouve que ça se passe bien, il n'y a aucun objectif commercial. Alors par rapport à Sol, on fait beaucoup d'échanges intellectuels, on se forme, on s'informe, on discute des grands sujets et on met en commun, il y a des groupes de travail. Et puis formation, on a décidé de mettre en commun, information. Par contre, aucun accompagnement au conseil. On s'interdit cela, si vous voulez. Par contre, ce qu'il y a peut-être plus, oui, c'est la fourniture des meilleurs travaux du monde. Parce que tout le monde a besoin d'être mieux informé. Nous, le but, c'est d'améliorer l'innovation dans une logique de progrès humain, donc avec des valeurs qui sont plutôt européennes, issues, comme vous disiez, de la Renaissance, des Lumières. On n'a pas honte d'être démocratique, ce qui nous pose quelques problèmes de coopération avec nos amis chinois ou d'autres pays. Mais on vient avec nos valeurs, on n'a pas de honte à avoir. Et alors les enjeux de progrès, parce que justement on a refait un peu l'historique, que ce soit au travers de Sol et Civilisation ou au travers de la Fabrique de l'Industrie, l'ère du temps, vous le disiez, en 2008, on pensait, la question c'était comment repenser le capitalisme, comment trouver des alternatives, c'était en effet la fin du monde et il fallait, avec cette crise financière, sociale, enfin boursière, financière, sociale dans toute la société, repenser un petit peu la société. Aujourd'hui, mine de rien, 2008-2022, le monde a tourné beaucoup de fois. Quelles ont été finalement les différentes pages que vous avez tournées pour accompagner, puisqu'on sait que l'innovation est toujours le fruit d'une contrainte. C'était quoi les contraintes qui on n'accompagne pas, je dis. On n'est pas consultant du tout, hein, juste pour info. C'est des grands garçons, L'Oréal, il fait 4000 nouveaux produits par an. Hein. Vous n'avez pas besoin de un tiers de tous les produits de beauté de la Terre à travers ces 50 marques. Decathlon, c'est pareil, mais Terrena ou Invivo aussi. Hein. Donc faut pas croire que les gens ne font rien. Hein. Ils se battent comme des chiens. Ils ont passé toutes les guerres, surtout les Européens, ils ont passé 2 guerres mondiales, 25 crises et tout. Donc ils sont assez résilients. Je peux vous dire faut pas du tout. C'est pas que des startups. On lutte un peu contre la startup mania. C'est bien, ils en ont un cube 1500. Hein, les membres du club pour vous donner une idée. Mais 99% de l'innovation se passe ailleurs. Hein. Dans les coopératives, dans les associations, dans les ministères, dans les entreprises, petites, moyennes, grandes. Si on les oublie, ils ne vont pas être contents. Donc on ne peut pas juste mettre en avant 1%. Ça, on le répète souvent, hein, attention. La Startup Mania à la française arrive 15 ans après les autres. Donc on n'a rien contre. Moi, j'ai créé une boîte, mais devenu leader mondial. Mais si on oublie les gens qui tous les jours se battent, ben, sur leur ferme, ils ont fait évoluer, changer de matière. À ce moment-là, ils vont se dire, on ne parle jamais de nous, on ne nous file pas un rond. Voilà. Donc ça, il y a eu cet aspect-là. Au niveau du monde, aujourd'hui, il y en a 5 dans l'étude. Le titre de Up Magazine ce matin, c'est « Le monde est assis sur une bombe à retardement ». Une que vous avez oubliée, parce qu'il y en a plein d'autres. Donc il y a un petit peu cette ambiance assez dure, d'inquiétude, oui, généralisée, avec des raisons importantes. Parce que, je dis, au niveau études, nous, on a les meilleurs fournisseurs de travaux de la Terre. Hein, parce que là, les entreprises ensemble font plusieurs millions d'emplois.
elles font 2400 milliards de chiffre d'affaires. Une boîte, imaginez que L'Oréal s'effondre, qu'Airbus s'effondre, il n'y a plus de ça, ça vous entraîne 500 000 personnes. Donc on ne peut pas décider d'innover l'avenir de ces gens-là à partir de fake news ou de choses pas bonnes. Alors, on a besoin des meilleurs chez outils d'analyse et des meilleures statistiques, quitte à les stimuler ou à les financer si elles ne sont pas là. Parce que contrairement à une idée, on dit qu'il y a un tsunami d'information. Non, il y a un tsunami de com. Je vous prends juste un exemple, le rapport du GIEC. 27 000 enquêtes, machin, le plus grand truc, le plus solide, remis à chaud quasiment en permanence. Qui a lu le rapport du GIEC? Est-ce que quelqu'un lève la main? Bon, alors le rapport fait 3500 pages, mais il y a une synthèse de 40, une synthèse technique de 60. C'est le meilleur état des connaissances du monde. Mais ça a donné 3 milliards 400 millions de documents qui parlent du rapport du GIEC. J'ai regardé ce matin, c'est pas mon truc sur l'info. Donc 700 000 PDF, sur une étude, une analyse, le GIEC obligé ici. Vous avez besoin de quoi? Du rapport initial en contact avec les meilleurs scientifiques. Je suis à une académie, on met le rapport, on va aller le chercher, on rassemble par exemple toutes les académies du monde, dans 10 jours à Versailles, sur les technologies de rupture dans la santé. Voir ce qu'on a appris pour plus que jamais on retrouve la stupidité de ce qui s'est passé parce qu'on ne coopère pas. Donc vous voyez, on allait chercher et vous en êtes où? Vous les Coréens, tout ça. Est-ce qu'on met ensemble ou pas pour pouvoir ne pas se retrouver avec tous les pieds arrêtés alors parce qu'il y avait eu pas d'échange de données, toutes ces choses-là. Donc nous c'est plutôt ça, être bien informé dans un monde qui se déplace à toute vitesse. Il faut anticiper, parce que je dis, chacun dit j'ai 10 000 personnes, j'en ai 30 000, j'en ai 50 000. Il y a des gens qui nous disent c'est la fin, ils ne seront plus employés là-dedans, il faut les former à autre chose. Donc imaginez, il faut prendre des virages serrés avec ça. Donc nous, ce qui nous préoccupe, c'est plutôt ça, d'être... en plus, la France est les entreprises les plus internationalisées au monde. Elles ont toutes 150 filiales, tout de suite, elles vous montrent. Si la Chine se ferme, plus rien que la Russie, si ça se bloque, ça les inquiète terriblement. Qu'il y ait une remontée des nationalismes, parce que sinon, imaginez qu'on n'échange plus, il faut boire tout notre Bordeaux. Air France commande 20 Airbus par an, on en fait 2000, pour vous dire. Donc là, c'est risqué. Et donc, c'est une préoccupation de... Voilà. En fait, nous, le but de cette organisation, c'est de faciliter la vie de ses membres. C'est qu'on puisse faire des choses qu'on ne pourrait pas faire tout seul. C'est d'être mieux informé, c'est de s'échanger. Et moi, je suis content d'une chose, parce que nous, moi, j'ai créé une entreprise, donc je vais récupérer un peu de sous, donc j'ai eu de l'argent pour ça, pour que les gens travaillent ensemble, on n'a pas d'objectifs commerciaux. Ils sont très, très, très empathiques, très solidaires. Et ça me fera... naturellement, je ne sais pas si l'homme est fondamentalement mauvais, mais je veux dire, par exemple, je prends un cas, Chanel, qui est une très belle boîte, mais ce n'est pas un grand industriel, donc très créative et tout. Michelin, c'est le meilleur spécialiste mondial de l'industrie, pour le coup. Il y a 160 usines dans le monde, c'est un très grand. Il sait gérer ça de façon exceptionnelle. Une dame se préoccupait d'un software pour gérer tout ça. Il lui dit, écoute, je vais discuter avec toi, je vais t'expliquer. Elle dit, voilà, en 20 minutes, je crois qu'on a économisé 7 millions. Parce qu'un grand lui dit, non, ça, tu vois, c'est plus tout à fait ça, etc. Les gens cèdent réellement. Et quand vous avez un problème, quelqu'un l'a résolu, il y avait qui dit, ah ben sur ça, on n'est pas mauvais, je vais vous dire comment on fait. On a du mal, mais en ce moment, on n'est pas mauvais. Par contre, nous, on n'arrive pas à monter des innovation desks, il y en a qui ont la solution. Et donc, je crois que là, face au problème, on va coopérer plus, il faut coopérer plus, coopérer entre la recherche publique et les entreprises, par exemple. On a encore une belle marge d'amélioration. Coopérer entre entreprises, et puis des coopératives, ça s'appelle en agriculture, on a l'habitude de coopérer, c'est les coopératives. Coopérer internationalement, et là on a un boulevard, parce que la Chine et les États-Unis se referment sur les technos, ils ne veulent pas coopérer, du coup tout le monde entier vient voir les Européens pour dire on pourrait coopérer. Parce qu'on a une belle image de recherche, de connaissances, par exemple le CNRS, c'est le plus gros organisme de recherche du monde en publication, pas de trou dans la raquette, il est présent sur tout. Il va d'ailleurs créer une académie du CNRS pour servir de tiers de confiance, pour dire dans ce domaine-là, on en est là, sans avoir rien à vous vendre a priori. 2 tiers de ces recherches en coopération internationale. Il nous reste rappelé le Centre international de recherche, 2 tiers. Et cette coopération, elle est relativement récente quand même dans tous les en Europe, elle est assez récente parce qu'on est petit. Avec aussi la digitalisation on était petit. Europe, on a pu faire Airbus parce qu'on coopérait face aux États-Unis où il y avait Boeing. Et donc l'Europe est plus coopérative, elle a du mal.
de coopérer avec des Anglais, c'est plus difficile que de coopérer avec des Chinois, je veux vous dire, c'est pour s'approcher. Les Allemands, ils n'ont pas rigolo tous les jours, mais enfin, ils sont rigoureux. Ce qui fait qu'on a appris à travailler ensemble, on est plus ouvert à la coopération internationale que nos amis américains, par exemple, hein, qui sont plus dominants, plus impérialistes. Et en fait, on s'aperçoit que si on coopère sur l'innovation, la recherche, le développement, ça permet d'échanger des produits. Les gens ne veulent plus, c'est plus politiquement correct de dire on va vous acheter un truc que vous avez fait totalement. Et eux, ils existent, hein, ils ont le droit aussi de concevoir. On fait la Sandero, c'est un mot portugais brésilien qui veut dire c'est une voiture de la campagne. Elle a été conçue en partie. Et donc, notre comment dirais-je, commissaire Maria, qui est cette jeune femme qui est commissaire à l'éducation, à l'enseignement supérieur et la recherche, elle dit on a une opportunité unique au monde, en fait, d'être ceux qui vont structurer la réflexion mondiale, parce qu'on est ouvert et qu'on peut travailler. Si on veut vendre des Airbus, il faut que les gens fassent une partie, qu'ils en conçoivent une partie. Donc nous, il faut vraiment, si on arrête la coopération internationale, c'est la fin des haricots. Voilà. Et donc dans cette échelle du global de la coopération internationale au local, je me tourne vers vous, Guillaume Dérissart. Est-ce que vous m'entendez un peu mieux maintenant? Ça va? Si, ça va, je vous entends. Et est-ce qu'on vous entend bien aussi? Oui, très bien. On arrive à entendre Guillaume? Oui. Bon, bah alors. Bon, merveilleux. Est-ce que vous avez probablement entendu une partie, ou décrypté, ou entendu, ou reçu quelques messages partagés depuis le début de cette table ronde? Je rebondis sur ce que disait Marc Gégé, sur la question de la coopération qui est un atout central aujourd'hui européen, on va dire. Cette idée de la coopération, vous, donc, qui avez été directeur de Sol et Civilisation, qui avez accompagné cette réflexion, cette pensée, ce passage à l'action aussi d'un think tank, comment, dans le chemin que vous faites, vous, en étant aujourd'hui à la tête des fermes de Figeac, vous poursuivez dans cette réflexion et vous avancez vers une autre forme de coopération, vous, à l'échelle locale? Permettez-moi d'abord de saluer tout le monde. Je suis vraiment désolé de ne pas être avec vous physiquement. Et effectivement, il y a eu un gros problème de train et donc je devrais arriver en gare d'Austerlitz à l'heure qu'il est. Alors vous attend. Ils sont de venir. Et puis je voulais saluer évidemment notre présidente Anne-Claire Vial et tout le conseil d'administration et le comité d'orientation. Effectivement, la question qui a d'abord été la question initiale de Sol et Civilisation, finalement, a été de dire est-ce que coopérer a encore du sens aujourd'hui? Est-ce que le milieu rural peut coopérer avec le monde urbain? Ça a été très bien exprimé dans l'historique, là. L'intuition d'origine, qui est née d'une crise, effectivement. Hein, on pensait à l'époque que la ruralité était un espace définitivement du passé. Et des responsables agricoles se sont dit il y a quand même là une richesse qu'il ne faut pas oublier. Et donc, modestement, mais avec constance, Sol et Civilisation a essayé de montrer que, précisément, il y avait des ressorts dans le milieu rural qui pouvaient inspirer l'ensemble de nos sociétés. Alors, c'est fait pour ça, finalement, un think tank, hein, à l'origine. C'est fait pour s'autoriser des pas de côté que les institutions ne peuvent pas faire et mettre en lien des idées et des hommes dans des projets que le naturel ne permettrait pas de rapprocher. Alors, ça a beaucoup inspiré évidemment une petite coopérative locale dans la région de Figeac, dans le Lot, qui a été très tôt partenaire, compagnon de route de Sol et Civilisation, et donc quelques années plus tard, à départ à la retraite de son directeur, fondateur, j'ai eu l'opportunité de les rejoindre. Aujourd'hui, je crois qu'effectivement, et ça a été beaucoup dit, avec des termes parfois un peu complexes, le systémique, le lien, etc., face à l'accélération des défis du monde, plus on arrivera à conjuguer les idées et les hommes, plus on arrivera à effectivement innover. Marc Gégé vient de le rappeler, il suffit de mettre des gens ensemble dans une salle pour qu'ils gagnent 7 millions en 20 minutes. Et ce que nous a dit également
Caroline, là, sur la fabrique de l'industrie, quand on arrive à rééclairer les enjeux, on permet de gagner du temps à des dirigeants d'entreprise. Voilà, donc nous, effectivement, à notre échelle, on essaye de faire vivre ce projet de coopération, qui est un projet de coopération évidemment entre les agriculteurs adhérents, mais également entre des agriculteurs et des non-agriculteurs pour faire vivre un territoire. Et puis, ça a été aussi un peu dit, puisque c'est un des défis du moment, relier les humains et les non-humains, c'est-à-dire comment l'agriculture est un acteur de la gestion du vivant d'aujourd'hui. Quand on relie tout cela, effectivement, ça fait des beaux projets. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des difficultés, mais c'est clair que ça ouvre en tout cas des champs de valeurs nouveaux qui sont très en phase avec les attentes de la société d'aujourd'hui. Donc, finalement, je ne fais pas tout à fait le même métier, évidemment, parce que je suis beaucoup plus dans l'opérationnel. Mais l'idée fondamentalement est le même, c'est-à-dire moi, mon métier finalement aujourd'hui c'est toujours pareil, c'est d'essayer d'agiter les idées pour que la créativité puisse voir le jour en s'autorisant à aller voir l'autre, en se disant qu'il est plutôt un allié dans les projets plutôt qu'un adversaire. Mais justement, pour entendre encore un peu plus, mais peut-être... Ah bah mince, c'était le contraire, justement. Là, ah oui. Non, je sais pas. Est-ce que si je parle à la caméra, vous m'entendez? Oui, ça va. C'est vrai. Comme quoi, le son et l'image, finalement, c'est lié, on ne savait pas. Si on va un petit peu plus loin encore sur ce que vous dites par rapport au passage à l'opérationnel, puisque quand même, souvent, ce qui questionne l'idée, c'est de voir dans quelle mesure c'est corrélé à l'action. Et on voit bien au travers de l'histoire de tous les think tanks, c'est la pensée, c'est bien, mais il ne faut pas qu'elle reste hors sol, sans faire de jeu de mots. Donc, d'une certaine façon, comment vous, au travers de votre expérience aujourd'hui des fermes de Figeac, dans cet ancrage territorial, dans cet ancrage local, dans cet ancrage dans le quotidien aussi, quand vous passez à l'opérationnel, vous mettez au service ces idées avec quelque chose de très concret, d'une transformation locale en réalité. Moi, ce que je pourrais dire, c'est que, en fait, c'est pas linéaire. C'est-à-dire, c'est pas l'idée qui crée l'action. C'est un échange permanent entre l'action et l'idée, quelque part. C'est un peu ce qu'on a essayé de faire dans ces 3 premières décennies à Sol et Civilisation. Les idées sont utiles, intéressantes, nécessaires pour éclairer, pour voir mieux, plus loin, etc. Mais elles sont inopérantes si elles ne se concrétisent pas, si elles ne s'incarnent pas. Et inversement, l'expérience est aussi source de nouvelles idées très souvent. Donc il faut construire un aller-retour continuel entre le champ de la réflexion et le champ de l'action. Et finalement, quand on commence à faire ça, on voit qu'il y a plein d'opportunités possibles. Donc Ferme de Figeac, effectivement, a été assez pionnière dans comment elle était un acteur de l'alimentation locale, puis ensuite comment elle a pris en charge les questions d'énergie et aujourd'hui la transition énergétique plus largement. Comment on allait conduire de façon pragmatique nos agriculteurs vers plus d'agroécologie, sans dogmatisme. Et pour ça, on ne le fait pas seul. On le fait en créant les conditions de la rencontre in situ face à des problèmes concrets de chercheurs, d'instituts de recherche. On va d'ailleurs essayer de travailler avec Arvalis pour partie, mais également avec d'autres entreprises locales, avec les collectivités évidemment, et puis plus largement les habitants. Il y a une expérience célèbre il y a une dizaine d'années à Ferme de Figeac, où un grand opérateur des énergies, un développeur d'éoliennes est arrivé sur le territoire et a voulu planter des éoliennes.
et l'ancien directeur de ferme de Figeac passe sur la route, voit cet opérateur qui explique qu'il va y avoir un gros projet, et il a le toupet ou l'audace de les appeler pour leur dire mais le vent ne vous appartient pas, le vent nous appartient aussi. Et donc on va essayer de co-construire une solution pertinente ensemble. Et le rôle de la coopérative a été d'animer, d'ambiancer le territoire pour que ce projet qui était un projet descendant devienne un projet ascendant. Et ça a donné la première ferme éolienne avec de l'épargne participative. Plus de 6 millions d'euros ont été levés en quelques mois dans le territoire pour devenir, j'allais dire, une expérience un peu clé. Depuis, ça a permis aux habitants de mieux comprendre, de mieux s'investir dans les énergies renouvelables. Et depuis, il y a plus d'une dizaine de projets participatifs autour de l'énergie dans ce territoire, avec des habitants et des agriculteurs, bien entendu. Voilà. Donc c'est une phrase que j'aime bien de Schopenhauer, le philosophe, qui disait « Innover, c'est pas voir ce que personne ne voit, c'est voir ensemble ce que tout le monde voit ». Et donc, notre métier de coopérative, comme le métier de think tank, c'est d'essayer de voir ensemble des choses qui sont évidentes. Le futur, c'est pas ce qu'il y a demain, c'est ce qu'il y a aujourd'hui, mais c'est très inégalement réparti et surtout vu de façon très partielle par les uns et par les autres. Donc l'objet, c'est de faire du et. Voilà, très simplement. Et effectivement, c'est source d'innovation et surtout de création de valeur. C'est passionnant ce que vous racontez et Caroline Bernier, je pense que forcément vous allez pouvoir rebondir d'abord parce que finalement le futur c'est quelque chose que on est censé tous voir, donc j'imagine que vous le voyez aussi dès aujourd'hui. Et en plus, par rapport à ce qui vient d'être démontré sur finalement comment c'est pas linéaire entre l'idée et l'action, mais que dans cet aller-retour, dans cette symbiose là encore, ça permet de passer de l'idée, de passer à quelque chose, de concrétiser au travers ce qu'on voit beaucoup des territoires. C'est là où finalement ça fleurit le plus et ça s'ancre le plus. Au niveau de la question de l'industrie aujourd'hui, il y a aussi cette réflexion qui est menée là sur cette pensée qui permet de créer de nouveaux modèles économiques à l'échelle des territoires. Oui, on partage exactement les mêmes totalement l'idée de dire, il y a besoin de coopération et de réunir les personnes dans une même pièce. Récemment, on a animé une table ronde et on avait fait venir 4 industriels. Et à la fin de la table ronde, en fait, les industriels se sont échangés leurs numéros. Donc voilà, la fabrique n'a pas la prétention de mener des actions qui vont complètement transformer l'industrie, mais un des objectifs, c'est de favoriser, encore une fois, ce dialogue entre les industriels, parce que nous aussi, on pense que de toute façon, les transformations passeront par un dialogue concerté. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que le dialogue, il ne doit pas se faire seulement entre industriels, mais entre toutes les parties prenantes. Sinon, le projet industriel ne prendra pas. Et c'est ce qu'on observe sur les territoires. Il y a vraiment besoin d'établir ce dialogue, mais une fois qu'on a dit on a besoin d'établir ce dialogue, c'est encore une fois comment on passe à la pensée qu'il faut ce dialogue-là pour le mettre en place. Et c'est ce qu'on essaye d'aller en tout cas répertorier, c'est-à-dire qu'encore une fois, moi en tout cas je suis derrière mon ordinateur, mais sur les territoires il se passe des choses et les acteurs mettent en place des choses. Ce ne sont pas forcément des choses qui sont reconnues, mais il y a énormément de choses qui sont faites. Alors je parle pour la partie industrie bien sûr, parce que c'est celle que en tout cas que je connais la mieux, mais cette histoire de dialogue, vous parliez de club, donc un immense club avec, vous avez dit, 150 entreprises, etc. Mais au niveau d'un territoire, il y a beaucoup de clubs finalement d'entrepreneurs industriels
qui se réunissent déjà. C'est absolument pas connu, mais ils ont déjà bien depuis longtemps dépassé la logique. On va se réunir qu'entre filières, mais enfin qu'au sein d'une filière, mais en fait on va faire un club d'entreprise qui réunit plusieurs filières, mais dont on va mutualiser les services qui sont nécessaires au fonctionnement de ces industries-là. Des rencontres sont organisées à travers des petits déjeuners d'entrepreneurs. Donc c'est tous ces petits dispositifs-là, en fait, qui existent déjà sur certains territoires et qu'on essaie de faire connaître à d'autres territoires pour que chaque acteur puisse en fait finalement trouver des ressources sur ce qui se fait déjà sur les territoires. Et bon, tout à l'heure, effectivement, je parlais d'innovation de rupture, mais on est bien conscient aussi à la fabrique que l'innovation, c'est pas seulement une innovation de rupture, c'est pas seulement une innovation technologique, mais aussi le fait de savoir créer un dialogue, c'est une innovation sociale en fait. Comment on s'organise ensemble et comment on crée un dialogue entre finalement des parties qui ont soit des intérêts qui peuvent être complètement divergents au départ, mais qui ont finalement ce même sentiment d'appartenance à un territoire, et comment on fait finalement vivre, parce que l'objectif final c'est comment on fait pour faire vivre un territoire. Et ce type d'innovation-là, on va aussi essayer de la mettre en avant, et encore une fois dans l'objectif de que chaque acteur puisse finalement s'inspirer de ces initiatives-là. Vous vouliez réagir? Oui, un tout petit peu, j'ai une petite critique. Moi, si vous voulez, je suis dans l'innovation depuis toujours, plutôt high-tech, mais je viens d'une famille qui était agricole. On était agriculteur depuis 1604, 350 ans. Je romps, vous voyez, une petite honte. C'est une forme d'innovation. La ferme était petite, mon père avait été prisonnier, enfin il n'y avait pas beaucoup de terre, 45 hectares pour 5 enfants, bref. Mais j'ai gardé bien contact avec ce monde-là. Donc je vais souvent parler innovation, de monde agricole que je connais bien. Tout en ayant... J'ai l'impression de vivre un peu de vie quand même. C'est-à-dire par rapport à la coopération qu'on a vue sur tous les sujets, l'énergie, le tourisme, l'alimentation, l'industrie, les transports, tout ça, il y a une petite confusion encore aujourd'hui entre monde agricole et territoire. Sur le territoire, il y a aussi d'autres gens, il y a aussi d'autres activités. L'industrie, on ne va pas tellement faire les nouvelles usines au cœur de Paris où 1 mètre carré coûte le prix d'un Renoir, donc ce sera plutôt en périphérie. Et puis on gère des patrimoines communs à tous, à la fois historiques, patrimoine naturel, de l'eau, des forêts et tout ça. Moi je trouve, et je voyais sur les thèmes, c'est quand même toujours auto-centré. Il y a moins d'échanges qu'entre les autres secteurs. C'est-à-dire parce que bon, c'est la réalité, c'est un monde particulier et tout. Il y aurait gagné déjà parce que le monde agricole est très innovant. Nous, plusieurs fois, j'ai présenté pour la GPB, tout ça, l'innovation dans l'agriculture, on n'a pas de leçon à recevoir. C'était le premier à utiliser le GPS, le satellite, la précision, les drones. Enfin, il y en a justement dans le club de Paris. Un peu, mais déjà, beaucoup n'ont pas de... Peut-être c'est lié aussi à ça, d'organisation structurée d'une direction inno, mais ça n'a pas tellement grande importance. Mais le bilan d'innovation de Terrena, les Indivo, ils font des... Et puis de tous les autres, enfin d'Agrial, et puis des plus petits, fermes de Figeac. On vous a fait parler au mardi de l'innovation, vous êtes brillants et tout. Les agriculteurs ont eu l'habitude de changer de produit pour s'adapter, les prix fluctuent au niveau mondial. Enfin, c'est des gens qui sont résilients, innovants, réellement. C'est pas... Alors qu'il y a un petit complexe parfois, ils auraient des choses à apporter. Je pense qu'ils devraient échanger plus avec du secteur non agricole, pas forcément qu'au niveau de ce territoire-là. Il y a interconnexion des territoires. Sachez que vous êtes bienvenus quand vous voulez parler, parce que sinon on est contre soi, si vous voulez quand même un petit peu. Or vous pouvez irriguer les autres parce que vous êtes très bons, il y a plein de sujets. Maintenant, un agriculteur est producteur d'énergie de fait. Il accepte des éoliennes sur son terrain et les panneaux solaires et il s'envisage, c'est d'une partie. Notamment, oui, et il accueille des touristes. Enfin, je passe. C'est au cœur de la vie actuelle et c'est encore un petit peu fermé de ce que je ressens. Quand on va voir, il y a que des producteurs. Il y a suffisamment de personnes pour répondre ici à cette ouverture de discussion. Alors, si vous voulez, vous pouvez répondre vous, Guillaume Dérissard, mais autrement, si vous n'avez pas entendu parce que c'était un peu loin, il y a d'autres personnes qui peuvent intervenir, Didier, Anne-Claire. Ou la salle. Ou la salle, évidemment. Monsieur, alors. Je félicite Soleil Civilisation de ce beau parcours que j'ai pu suivre un peu. Sur la thématique qui nous préoccupe aujourd'hui, il y a un élément que j'ai senti en filigrane, mais qu'il faut savoir organiser, c'est la convergence des enjeux et des intérêts sur les territoires, la convergence des politiques publiques. Et pour ça, il faut savoir percoler avec les stratégies d'entreprise de développement des territoires qui sont portées par les collectivités locales. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a bien sûr des silos verticaux
entre des acteurs différents qu'il faut arriver à faire travailler ensemble, mais il y a aussi des silos de politique publique et des pratiques dans la distribution des politiques publiques qui s'apparentent de plus en plus aujourd'hui à des appels à projets plutôt qu'à des partenariats sur des programmes pluriannuels d'action, ce qui ne facilite pas les choses. Mais vous êtes en lien avec, dans la réflexion justement des collectivités ? Non, mais moi, ce que nous, on est au cœur de ce sujet-là. Ensuite, on voit bien que les facteurs limitants, c'est l'harmonisation des approches. Il faut faire travailler les acteurs ensemble, mais il faut aussi harmoniser les approches. Et pour ça, il faut que les acteurs des territoires, tous, y compris les habitants qui donnent l'impression parfois qu'ils ne s'impliquent dans rien, croient en l'avenir de leur territoire et soient persuadés qu'il est possible d'agir par l'action collective. Ce travail-là est un travail important si on veut que les choses fonctionnent et fonctionnent véritablement et que tout ce dont on vient de parler puisse s'exprimer. Je suis persuadé que dans les fermes de Figeac, on vit ça aussi. D'accord. Et par rapport à cette convergence, est-ce que ça répond aussi à ce que vient d'être évoqué Marie-Gé ? Oui, tout à fait. Moi, tout ce que j'ai entendu appelle à cette convergence. Ce dont je parlais, c'est comment on va l'organiser, cette convergence, pour mettre en relation les politiques publiques d'un côté, l'action des acteurs qui n'ont pas des passe-temps similaires pour réussir leur challenge. Tout ça, il faut harmoniser aussi le temps des uns et des autres. Et c'est pour ça que Sol et Civilisation, pour moi, est vraiment important dans ce genre d'approche et de dynamique. Guillaume Derissa. Oui, bon, je voulais faire plusieurs remarques là-dessus. D'abord, je pense que c'est une idée reçue, effectivement, que le monde agricole est trop autocentré. Alors, l'expérience de sollicitation le montre, hein, c'est quand même des responsables agricoles, il y a 30 ans, qui se disent que l'avenir passera par la ruralité et que c'est dans l'ouverture que se créera l'avenir de l'agriculture. Alors évidemment, hein, tout n'est pas rose, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas des réflexes corporatistes comme il peut y en avoir dans d'autres secteurs, mais globalement il y a cette idée de partager davantage les idées et les actions. Moi, je peux témoigner avec Ferme de Figeac. C'est une coopérative agricole à l'origine. Et en 2020, ils ont fait le saut, c'est-à-dire en modifiant les statuts de la coopérative. Les agriculteurs ne sont plus les seuls adhérents de Ferme de Figeac. Il y a aujourd'hui plusieurs collèges possibles, les consommateurs, les collectivités locales, les entreprises, bref, les parties prenantes de ce territoire peuvent adhérer de la même manière que les agriculteurs à la coopérative Ferme de Figeac, qui n'est plus une coopérative agricole sensu stricto, mais qui est une coopérative de territoire, avec donc différents collèges qui discutent. La question n'est pas simplement de discuter, hein, la question est bien d'être co-responsable de l'action. Il ne suffit pas d'avoir d'un côté des agriculteurs à qui on dit faut faire ci, faut faire ça, mais bien de créer les conditions d'un dialogue constructif. Donc, on passe d'une logique participative, entre guillemets, à une logique de co-construction de l'action. Mais ce grand débat qui est de dire on raisonne tous par silo, comment on va plus être dans la transversalité, c'est un débat qui traverse l'ensemble des secteurs, évidemment le monde agricole, hein, il n'y a pas de souci, mais l'ensemble des secteurs de notre société. À partir du moment où on a dit que le monde que nous vivions était un monde complexe, c'est-à-dire un monde d'interaction et d'incertitude, la question va être comment on crée des liens créateurs de valeur, et effectivement ça passe d'une part par des outils tels que les think tanks, qui sont, s'ils sont bien pensés, des ponts pour faire interagir des mondes, et effectivement des organisations territoriales qui font concrètement le développement. Et les deux doivent également dialoguer, comme on l'a vu. Merci pour votre intervention. Est-ce que vous voulez interagir, poser des questions, rentrer en dialogue, monsieur ? Ce qu'on évoque actuellement, j'avais levé la main juste avant, c'est le passage de l'innovation technique à l'innovation sociétale.
qui doit renforcer, dynamiser éventuellement ce qui se passe dans les entreprises et entre les entreprises. C'est un sujet qui est, de mon point de vue, d'autant plus complexe que, comme vous le savez, le monde a énormément changé dans le monde rural. J'ai été, c'est bien la première fois que je m'en vante ici, au fonctionnaire territorial, dans une région en Midi-Pyrénées. Bon, j'ai connu l'époque, compte tenu de mon âge et du milieu local, où les agriculteurs avaient le pouvoir dans les municipalités et où l'agriculture et les activités connexes à l'agriculture représentaient 90% de l'emploi du territoire. Aujourd'hui, on est dans un monde que certains ont appelé société lenticulaire, en ce sens que dans les communes, il n'y a plus que, dans nombre de communes, il n'y a plus que quelques agriculteurs qui ont à partager le pouvoir avec des non-agriculteurs qui eux-mêmes viennent de secteurs complètement divers. Et donc, le bien commun partageable, thème cher à Sol et Civilisation, est de plus en plus difficile à trouver. Mais néanmoins, il faut bien trouver les formes d'organisation permettant de faire dialoguer ensemble ces différents secteurs de manière à apporter un environnement positif au développement des entreprises et de l'innovation entre les entreprises. Vaste problème actuel. Vaste programme général. Je reviens, vous voulez répondre à ce que dit Non, monsieur... pas répondre, poser. Non, je me permets de me tourner vers Didier juste pour avoir peut-être une réaction à ce qui vient d'être dit là. Est-ce que le bien commun partageable est de plus en plus dur à trouver? Est-ce qu'en dirigeant aujourd'hui, dans cette nouvelle 4e décennie qui s'ouvre, Sol et Civilisation, aujourd'hui, cette question est difficile à trouver le bien commun, ou au contraire, on pourrait se dire de l'extérieur, complètement étrangère, en tant que béotienne, que finalement, cette question du vivant aujourd'hui, qui était au cœur de vos réflexions avant, devienne celle de un petit peu tous. Alors, après, ça dépend où on pose les mots. Je le dirais un peu différemment. Je le dirais un peu différemment. Moi, je dirais qu'on est passé du commun semblable, parce qu'en fait, il y avait une certaine homogénéité des modes de vie, des cultures, des traditions, etc., dans des territoires. Donc il y avait plutôt du commun semblable, là, du commun qui doit se construire, et je dirais, alors attention les grands mots, hein, s'enrichir des différences. On a tous voulu être plus autonomes, être plus nous-mêmes. On a tous envie que nos enfants s'épanouissent, soient eux-mêmes, etc., expriment leur personnalité profonde. Et de fait, du coup, ça crée des trajectoires où chacun s'autonomie, ou voilà, renforce sa personnalité. Alors à la fois, ça a des choses très positives, mais ça a des choses très négatives, parce que du coup, c'est plus difficile aussi de comprendre l'autre immédiatement. Mais je pense que, justement, il y a aujourd'hui une nécessité, et il y a des façons de recréer du commun entre des personnes qui pourtant ont des trajectoires différentes. Et en tout cas, Sol et Civilisation, ce qu'on voit nous, c'est que le territoire, encore une fois nos marottes, est quand même un espace qui facilite la mise en relation des personnes entre elles et des personnes par rapport au lieu de vie dans lequel elles sont. Donc c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'effectivement, ça demande un peu d'ingénierie de la coopération, si je puis dire, ou une pensée de tout ça, mais je pense que le gros enjeu aujourd'hui, je le disais tout à l'heure, c'est que comment on transforme ça en une capacité à coagir ensemble, sans pour autant se substituer aux uns aux autres. Parce que le risque aussi, à force d'échanger, etc., c'est qu'on va tous se donner des leçons les uns les autres sur des métiers ou des sujets sur lesquels on ne connaît pas grand-chose de ce qu'il faudrait faire. On peut être à la fois d'accord sur un horizon commun qu'on a tous envie d'atteindre, et puis après, il y a comment chacun, là où il est, en fonction de chez lui aussi, de ses responsabilités, de ses compétences, va participer à co-construire avec les autres, mais sans qu'on se substitue à lui, cet horizon commun. Et je pense qu'aujourd'hui, l'enjeu majeur, il est de comment on passe à définir un peu un horizon partagé, pas si évident que ça, puisqu'on est tous de plus en plus différents, si je puis dire, alors on est tous de plus en plus semblables à vouloir être différents, à comment on coagit ensemble sans se substituer les uns aux autres. Voilà, si je peux dire un mot. Zut, j'ai assommé tout le monde. Non, mais au contraire. Oui. Il y a une Christiane qui voulait poser une question. Oui.
C'est pas une réponse, c'est un complément. Oui. Il y a 2 difficultés supplémentaires à cette société lenticulaire. Un, dans les zones déshéritées, 1/3 des communes ne sont même plus entre les ruraux. Sont tenues par des urbains qui viennent le week-end dans leur résidence secondaire. 2, l'effet générationnel, on vit pour la première fois en France la présence de 4 générations en même temps qui se partagent, dont au moins 3 se partagent le pouvoir dans les municipalités et ailleurs. Hein, des gens qui ont 60 ans bien sonnés, des gens qui sont dans la force de l'âge, des jeunes qui attendent que les autres disparaissent. Je suis un peu brutal, mais ça se passe pas toujours bien, y compris dans les entreprises. Quand vous voyez à quel âge les gens... Vous illustrez bien le monde complexe, et oui. l'esperluette où il y a du et, voilà. Christiane. Oui, merci. Christiane Lambert, présidente de la FNSEA. Je m'excuse d'être arrivée un peu en retard et de devoir partir un peu en avance. J'ai apprécié vos présentations et le rappel historique, la genèse de Sol et Civilisation en quelque sorte, et pourquoi Sol et Civilisation étaient nés. Entre le moment où Sol et Civilisation a été créé et aujourd'hui, le monde rural a changé. Il y a eu la période de déclin, il y a aujourd'hui la période d'intérêt à nouveau, avec le confinement qui a ramené des populations différentes, aux aspirations différentes aujourd'hui, en ruralité. Et ce que dit le monsieur qui parlait avant moi est tout à fait juste. Il y a des divergences d'attrait et d'intérêt en ruralité. Aujourd'hui, on est à l'heure des chartes de riverains pour l'utilisation des produits phytosanitaires. Ça n'existait pas à l'époque. Aujourd'hui, tout acteur qui veut construire une porcherie a immédiatement une pétition contre une éolienne, une pétition contre une carrière, une pétition contre. On est à l'heure des réseaux sociaux, de la participation, de l'agitation, qui fait que c'est plus compliqué. Alors oui, il faut faire territoire, mais dans un contexte où la vision récréative de l'espace rural parfois l'emporte sur la vision productive de l'espace rural, de la campagne, etc. Et madame, vous disiez que l'industrie a mauvaise réputation. Je ne pense pas que ce soit pire que d'autres secteurs, mais c'est vrai que c'est parfois compliqué. Et concernant l'agriculture, on le voit, mais je pense que Guillaume le vit aussi dans le territoire où il est aujourd'hui, tout le monde veut la charcuterie de proximité et les produits locaux, personne ne veut la porcherie de proximité. Ou le poulailler de proximité, même quand il est un agriculteur biologique. Donc ce qui a changé aussi, c'est l'état d'esprit. Vous disiez, monsieur, chacun s'épanouir et tout, et s'épanouir, vivre, etc. Dire toutes ces aspirations, mais qui parfois ne reconnaissent pas le droit à vivre, à entreprendre et à créer des autres. Et tous les sujets devenant très polémiques, il s'agit de l'irrigation, d'un bâtiment d'élevage, même de nouvelles techniques ou technologies, de drones, de je sais pas quoi, qu'on utilise aujourd'hui. Tout est contesté, contestable. Alors, là où le dialogue existe, on arrive à retisser. Mais on est parfois pollué par des débats et des postures nationales d'organisation, de partis, d'associations, qui compliquent les choses. Il y a des réussites, indéniablement, mais la partie est plus compliquée. Et les agriculteurs, souvent, vont à ces réunions tête baissée, parce qu'ils savent qu'ils vont prendre une charge avant de pouvoir expliquer. Et tous n'ont pas la capacité à expliquer, ils sont moins nombreux dans les conseils municipaux. Il y a des communes où il n'y a plus un seul agriculteur dans le conseil municipal. C'est peut-être une erreur d'avoir des arrêtés, mais quand c'est difficile, certains renoncent, puis il y a pas même de temps. Les conseils municipaux à 18h en zone d'élevage, c'est même pas la peine d'y penser, mais les agriculteurs n'y vont plus. Donc je pense qu'il faut regarder, je ne suis pas fataliste, mais je suis très réaliste sur le contexte d'aujourd'hui, dans une société plus éclatée, plus polémique, plus agressive, qui est celle d'aujourd'hui. D'où l'importance énorme de ces façons d'entreprendre le dialogue, mais aussi de médiateurs qui peuvent nous aider. Certains maires le font très bien, certains conseils municipaux le font très bien, mais là où des associations peuvent y contribuer aussi, mais ça peut être l'association du comité des fêtes, où tout le monde se mélange, c'est le melting pot, et finalement on découvre le métier des autres. Et franchement, concernant l'agriculture et par rapport aux problématiques environnementales, bruit, odeur, épandage, etc., il y a quand même un paradigme plus compliqué qu'auparavant. Alors Gérald, je vais vous redonner la parole tout de suite, mais j'aimerais bien que vous puissiez réagir à ce qui vient d'être dit à l'instant, si vous voulez bien. Quand on entend la réflexion, on pense le bien commun, mais en fait ce que vous décrivez, c'est la complexité du vivre ensemble, en réalité. Donc entre la pensée
et la réalité, aujourd'hui, est-ce que dans vos réflexions, de ce que vous menez aussi, vous vous retrouvez dans le même genre de complexité? Oui, on a le même exemple. On veut du Made in France, mais on ne veut pas de l'usine en face de chez soi. On a, en matière d'industrie, on a effectivement la même problématique. On veut que l'on produise différemment, mais en tant que consommateur, on ne veut pas changer nos modes de consommation. Donc c'est compliqué. Il y a la pensée globale et l'action individuelle. Ouais, l'action individuelle et l'action collective à structurer, mais encore une fois, on a besoin d'une période de transition. Enfin, quand on parle de transition, on oublie souvent qu'en fait c'est ce passage entre un point A et un point B, et il faut, malgré tout, il faut du temps. Bon, les événements climatiques nous rappellent que bon, il ne faut pas qu'on prenne trop de temps, mais il y a une adaptation à faire de la part de tous les acteurs, et pas seulement du côté des producteurs, il y a aussi du côté des consommateurs, et il y a aussi comment, j'ai bien aimé la réflexion sur la convergence d'intérêts, parce qu'on sait aujourd'hui, voilà, il faut mêler l'ensemble des acteurs, mais les intérêts sont divergents, donc on n'arrivera pas à faire émerger, on va dire, un nouveau mode de société sans avoir à minima des accords entre les acteurs. Mais oui, on partage la même problématique. C'est il faut changer les modes de production, on veut produire plus local, mais il faut être conscient aussi en tant que consommateur que on a aussi des habitudes à changer, et il faut essayer de faire correspondre les intérêts. Votre intervention, M. Pellettre. Oui, moi, tout ce que j'entends me convient. Mais Ça, c'est pas là où vous posez des problématiques d'inquiétude, moi, je commençais à exprimer des solutions. Parce que la réalité, pourquoi il y a des intérêts divergents, c'est parce que les uns et les autres sont dans leur silo. Et vous avez raison de dire, moi je l'observe dans les territoires et je l'observe au niveau européen, malheureusement les agriculteurs qui peuvent être éclaireurs de beaucoup de choses restent assez enfermés dans leurs problématiques et ont du mal à être organisateurs de relations. À Sol et Civilisation, la problématique est différente puisque cet essai existe, cette volonté existe. Mais on ne réussira pas à avancer si on ne fonctionne pas territoire de projet par territoire de projet. Moi, j'étais président de l'Association nationale pour le développement local en France. C'est ça les politiques publiques pour lesquelles on s'est battu. Parce que quand on a une stratégie de développement territorial intégrée sur un territoire rural, qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on porte le monde participatif? On organise la mise en relation des intérêts particuliers dans le cadre d'un projet d'intérêt collectif. Et quand on dit l'intérêt collectif, c'est rendre possible l'accès à ses propres intérêts dans un partage. Et on trouve énormément de solutions dans ce cadre-là. Et on a en ce moment, au niveau européen, la vision à long terme pour les régions rurales, que RED pousse dans une autre dimension, la vision à long terme pour les territoires ruraux, en proposant une définition pour la diversité des territoires ruraux, qui sont des territoires de projet où les uns et les autres co-construisent ensemble des solutions. Et à ce moment-là, l'innovation a du sens. Les industries ont du sens. Tout ça a du sens parce que pour l'instant, on ne gère que des peurs, alors qu'il faut gérer des enthousiasmes. Un petit mot de réaction et peut-être de conclusion, si vous voulez bien m'abjuger. Oui, moi, conclusion pour l'instant. Je te rappelle, puisqu'on fait une rétrospective, la première fois que je échange avec Sol et Civilisation, c'est avec vous, madame, vous m'avez invité à parler d'innovation. Et je tombe devant des gens qui parlent de civilisation d'emblée. C'est fort, hein? Civilisation. Maintenant, on nous conteste la civilisation des autres particuliers, qui parlent comme des philosophes. Tu parles comme un philosophe, hein? C'est l'académie de philosophie aussi. Non, mais c'est vrai, et qui parlent sol. Enfin, on reproche aux philosophes d'être hors sol. Donc vous, c'est clair, c'est sol et civilisation. Donc cette ambition-là de parler donc civilisationnel, donc là il y a une ouverture, hein. Je ne sais pas qui avait trouvé ce nom-là au début, vous voyez, c'est pas revendication sur les prix du lait, quoi, c'est civilisation, non une pipe. Et donc cet aspect de progrès, nous on parle plus de progrès maintenant, innovation, c'est si on n'améliore pas la condition humaine, le fait que ce soit nouveau, les gens s'en foutent, un nouvel impôt c'est une innovation, hein. Une nouvelle bombe aussi, un nouvel emmerde aussi, à vrai dire, c'est introduire quelque chose de nouveau. Les gens ont l'impression aujourd'hui qu'ils vont perdre ce qu'ils avaient, donc ils sont
nous on le voit à l'Académie des Technos, ils rejettent maintenant massivement les technos. Ils défilent contre le compteur Linky, contre la 5G, contre... Bon. Et il y a une perte de confiance entre le monde de la science et cela. Et donc le fait de retrouver... Là, nous, on travaille pas mal avec les pays nordiques, et à Helsinki, le grand professeur, il dit, l'innovation, c'est l'énergie vitale d'une société. C'est ce qui fait que ça lui permet de continuer à agir, de se renouveler et de ne pas décliner. Alors, nous, on est assez proches, c'est une énergie vitale. On voit bien, on se dit, on se sent menacé, les gens viennent sur notre territoire, ils n'ont pas nos valeurs. En plus, ils nous critiquent, ils empêchent les coqs de chanter, et tout le barda, si vous voulez. Moi, je trouve qu'en observant, quand on a invité à une grande rencontre nationale sur l'innovation et le futur, on n'a pas réussi à avoir des gens du monde agricole. Et pourtant, il y avait l'État, le patron du CNRS, tout. Et les grands, ils ont dit, oh mais par là, à ce niveau-là, il n'y a personne chez nous. Un complexe invraisemblable, parce qu'on voulait les écouter. Oui, il y avait un philosophe, oui, oui. Mais je veux dire aussi d'entreprises d'une taille importante. On croit qu'on a des très grandes coopératives au niveau mondial. On en a besoin de grandes, de moyennes et de petites, si l'on veut. Donc, moi, je trouve que le monde agricole est un peu acculé tout le temps à jouer le contre. Hein, il doit se défendre en disant, oui, mais le revenu des producteurs de betteraves, on dit, ah bon, vous voulez encore du glyphosate, c'est ça. Et je l'ai vu récemment, un colloque avec des chercheurs de l'INRA, des gens du digital. On disait, c'est quoi les impératifs? Il n'y avait pas l'amélioration, la défense et l'amélioration du revenu agricole. Moi, je leur dis, impératif. Vous vous rendez compte, il y a des gens qui font de l'élevage et ne touchent pas le SMIC en travaillant 2 heures par jour. Enfin, on le sait dans une pays. Et on dit, ah, c'est pour le glyphosate, me dit-on. Parce qu'on avait entendu ça pour le revenu des producteurs de betteraves. Et donc, on se dit, ah ben oui, ils vont être encore contre ceci, cela. Or, la vision d'avenir, il faut la porter, quoi. De montrer qu'on a une roadmap, on dit oui, il y a un certain temps, on va gérer les transitions, tout ça. On a l'impression que c'est un petit peu trop sur la défensive. Or, normalement, c'est une profession qui est porteuse du plan à long terme. L'État, vous savez, il suit. On le sait, par l'Académie, on conseille l'État tout le temps. Il prend une décision, il doit demander l'avis aux scientifiques, pour ne pas dire une connerie, si vous voulez. Et il suit le mouvement, hein, je peux vous dire. Si vous arrivez avec un plan précis, clair, on dit voilà les 10 ans qui viennent pour des trucs qu'on a travaillé ensemble, la force de et on gère sur ça, voilà, on a une vision et autre chose, je dirais, on adhère plutôt. On a compris, nous, à votre que vous arrivez avec un programme, et c'était bien, les fonctionnaires adhéraient, faisaient changer 4-5 trucs, et c'était bon. Là, on sent tout le temps un peu sur la défensive, je le vois à la télé, on le voit dans des colloques. Ce qui est un peu gênant, parce qu'évidemment, c'est des gens intelligents, ils n'ont pas envie, c'est les premières victimes s'il y a des produits dangereux, etc. Ils le savent très bien, ils ne sont pas stupides. Et donc, peut-être aussi un effet de taille autre qui fait qu'on a tendance à ne pas avoir une vision dégagée. Il y a d'autres groupes professionnels que je vois, les gens des transports, du luxe, tout le machin, qui sont plus en déport avant. Prospective, aujourd'hui, leur risque est là en disant au moins nous, on a une vision claire. Il y a peut-être des délais qu'on ne tiendra pas, mais personne ne vous en veut pour ça. Être porteur d'une vision du futur en disant voilà notre vision pour améliorer, et bien sûr qu'on est pour quelque chose de plus écologique, et bien sûr qu'on est pour retrouver. Parce qu'aujourd'hui, la société, quand on les interroge, on fait des études sociologiques pour voir si les gens vont suivre, ils ont l'impression qu'on va perdre ce qu'on avait déjà. Enfin, ils sont plutôt dans un truc. Oui, si vous voulez, on n'est pas sûr, on va déjà perdre ce qu'on avait, on ne va pas retrouver l'eau pure, on ne va pas retrouver ça, et donc d'une attitude vraiment défensive. Le mieux, ils n'y croient pas tellement. Nous, on a été interpellés à l'Académie par des groupes qui vous disent, écoutez, la technologie, elle fait partie du problème et pas des solutions. Parce que la plupart du temps, la nouvelle, elle vise à contrer les emmerdements qu'il y a eu de la précédente. Non, les plastiques, si vous les avez poussés, maintenant vous dites c'est plus ça, pareil pour d'autres choses. Et donc, on est dans une situation délicate. Moi qui lui dis, je viens du monde agricole, je dois demander d'être attaqué injustement, je suis d'accord avec vous, mais on peut aussi lui reprocher de ne pas avoir une vision à long terme. Or, il y a plein d'organisations, coopératives, d'associations, de syndicats. C'est un monde qui coopère beaucoup. En fait, ça contre le fait d'être tout seul sur son exploitation. L'individu est isolé, s'il est mal, il n'en parle pas tellement que ça, il y a un taux de suicide élevé. Donc, c'est compensé par le fait qu'il y a pas mal d'organisations coopératives, on se rend compte. Moi, on est moins. La moitié moins avant, ça commence à faire petit, si vous voulez. Et donc il y a ça. Il faut arriver avec une vision plus structurée, enfin je pense, plus réfléchie. Individuellement, les gens les ont. On discute avec la GPB, il a une vision, les producteurs de maïs aussi, COP de France aussi. Organisé et prévu, l'État ne peut pas se permettre d'être contre un monde. Je l'ai vu.
Il recule automatiquement, lui. Son horizon, c'est les élections prochaines, il n'est pas si porteur d'avenir que ça. Sol, vous serez toujours sur votre sol, il ne disparaîtrait pas. Et à des moments, il faut savoir parler peut-être un petit peu avec plus d'autorité, de dire nous on représente quand même encore du monde, il y a des engagements et tout, pour pas être tout le temps acculé à être sur le contre. On va dire, et vous êtes contre, je suppose. On dit, ben attendez, c'est un peu tôt, c'est un peu vite, il faut de l'eau aussi pour les champs, je veux bien qu'on enlève les réserves, mais pas tout de suite, ou pas comme ça. Voilà, juste ce que je ressens moi, de l'extérieur, en ce décalage. En une phrase. Ça, c'est pour vous rassurer. Parce que quand on a pris l'initiative de parler ruralité, un manifeste pour une ruralité vivante et attractive, la FNSE a pris le lead, et c'était avant les élections, pour faire des propositions aux différents candidats présidentiels et législatifs. En rien de temps, c'est Henri Biespéry dans la salle qui l'a aussi coordonné, on a rassemblé 40 organisations autour de la FNSE. Ça veut dire que l'agriculture fédère. Tout le monde est conscient du rôle irremplaçable des sédentaires de la terre que sont les agriculteurs, et que autour se greffe. Et ils sont aussi conscients de la puissance que l'on a pour fédérer. Si ça avait été les buralistes qui avaient invité, on aurait été moins nombreux à y aller. Quand c'est l'agriculture qui invite, il y avait et les buralistes, et les agents immobiliers, et les stations de ski, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on ne reste pas défensif, inerte, mais au quotidien, c'est vrai que l'ampleur de tous les sujets à gérer fait que ce n'est pas le sujet principal dont on s'occupe. Après, il y a l'aspect communication. Hein. Aujourd'hui, on est dans un monde hyper communicant, vous l'avez dit. Et on nous, maîtrise on veut pas de toujours. l'information. Voilà. Et nous, on cherche de l'information. Exactement. On l'a bien retenu. Tout à fait. Ouais. Alors, et des news. Enfin, on veut de l'information, on veut de la connaissance, puisque on a beaucoup d'informations, mais je pense il faut savoir traiter aussi l'information. Comprendre l'information. Ça, ce sera l'objet d'une autre table ronde. Mais si je peux juste un petit mot un petit mot de rebondissement conclusif. Sur la question toujours du Made in France, je disais que du côté des consommateurs, il fallait aussi que les consommateurs changent leur mode de consommation, mais ils ne pourront pas changer leur mode de consommation si derrière, par exemple, les prix sont trop élevés, etc. Donc, il y a vraiment un effort à faire aussi du côté notamment de l'État pour inciter à la fois les producteurs et les consommateurs à aller sur ces modes de consommation-là et ces modes de production-là, parce que l'un répond à l'autre. Sur des exemples de solutions, effectivement, sur les projets territoires, il y a des solutions qui sont apportées, je pense notamment sur des parcs éoliens, etc., où il est proposé à la fois aux riverains de financer le parc éolien et à la fois de bénéficier d'une partie de l'énergie qui est créée. Ça permet de fédérer autour d'un projet, et je suis d'accord, mais la limite du territoire, et là je reviens à vos marottes, local, global, le problème en tout cas dans l'industrie, mais je pense que c'est aussi le cas dans le monde agricole, il y a quand même une internationalisation et une mondialisation des échanges auxquels le projet de territoire doit faire face. Et du coup, j'ai envie de dire, une fois qu'on est parvenu à avoir cet accord, on va dire en tout cas entre les acteurs du territoire, il reste quand même un autre problème à une autre échelle qui est celui de comment on s'articule avec aujourd'hui un fonctionnement économique mondialisé. Voilà. On entend bien finalement à quel point ces laboratoires sont absolument cruciaux pour continuer à se poser des bonnes questions, essayer d'accompagner l'évolution de la société et des usages. Peut-être un petit mot aussi pour clore ce temps d'échange, Guillaume Bérissa. Il me semble, moi ce que je retiens de mon passage à Sol et Civilisation et ce que je vis actuellement, je reviens à Raymond Lacombe, c'est que précisément il n'y a pas de pays sans paysans. C'est important, et je pense que Sol et Civilisation, par ses travaux, ses débats, a démontré que effectivement il n'y aura pas de territoire vivant sans agriculture vivante. Le deuxième temps, ça a été montré l'inverse, c'est qu'il n'y a pas d'agriculture vivante sans territoire vivant non plus. Et que ça pose la grande question, effectivement, de la coordination des acteurs dans un monde, et je crois que ça a été dit, de plus en plus fragmenté. Et là, l'enjeu, c'est le comment faire. Et il y a un grand champ de recherche et de réflexion pratique. On voit bien qu'on tâtonne. Le participatif, le collégial, les politiques publiques de concertation, etc. Et on voit que c'est pas satisfaisant, puisque finalement ça ne fait que, j'allais dire, on essaye de canaliser la violence, mais la violence est quand même sous-jacente. Donc tout l'enjeu, effectivement, c'est de dépasser ça.
Et faut pas se tromper, ça mérite qu'on s'y attache un petit peu. Il faut inventer des méthodes, des façons d'organiser la vie collective, la vie économique. Et ce que disait Caroline à l'instant, c'est aussi l'articulation des échelles du territoire au plus global. Donc moi ce que je dirais, c'est on n'est qu'au début de l'aventure dans la réflexion, et il y a encore 30 ans qui attendent sur la civilisation. Merci beaucoup Guillaume Dérissard. Justement, pour poursuivre cette aventure, un dernier petit mot, si vous voulez bien, Didier Christian, puisque vous êtes aujourd'hui délégué général de la civilisation. Il a dit que vous passez la patate et que maintenant, alors quelques petits mots. D'abord quelques mots, quelques pistes. Et puis, ce qu'on aime bien faire aussi à Sol, c'est d'abord on essaie d'alimenter des idées, etc. Puis évidemment, il s'agit d'interagir avec notre CA, avec notre CO pour consolider, et puis d'y aller par aller-retour aussi pour consolider tout ça. Quelques mots. D'abord, je dirais qu'effectivement, en tout cas sur nos marottes, on pourrait penser que c'est gagné. Aujourd'hui, le territoire, on l'a dit, Christiane l'a dit, la ruralité, là, de nouveau le vent en poupe, en tout cas, c'est plus un grand oublié, loin de là. Si on était au travers les questions de gestion du vivant, en tout cas si derrière vivant, mais aussi toutes les questions d'environnement, d'eau, etc., on peut dire qu'aujourd'hui, et avec le changement climatique, on en a aussi une bonne dose, et que ça fait largement partie aujourd'hui des enjeux de société et de civilisation. Sur les façons d'aborder ces questions-là, sur les modes de pensée, on voit bien que la question de la complexité aujourd'hui, je pense que, alors on a peut-être trop dit, hein, mais est largement partagée. L'idée qu'il faut avoir des visions plus systémiques. Alors je dis plus systémiques, mais ça veut dire que pour moi c'est complémentaire, hein, parce que si on doit relier des acteurs qui sont en silo, il faut aussi que les silos existent. Alors il ne s'agit pas forcément de faire péter tous les silos, mais d'avoir la capacité à agir selon des modalités différentes, suivant les problématiques, les enjeux qu'on a à traverser. Donc j'ai envie de dire, de ce côté-là, c'est très largement gagné. Alors j'avais imprimé des trucs, là, juste mes lectures hier, hein, il y a le point de vue d'Agridé, je ne sais pas si vous avez vu l'édito, les révolutions en cours seront donc les mêmes d'importance que la révolution silencieuse des années 60, elles ne seront pas uniformes, mais géographiquement localisées, situées dans un territoire défini, car elles devront davantage intégrer le milieu naturel et socio-économique dans lesquels se trouvent des exploitations agricoles. Voilà, un autre exemple, là, c'est le directeur des Échos, je le passe de côté, donc voilà. Donc je dirais de ce point de vue-là, c'est pas rien, parce que moi qui chemine avec Sol depuis 30 ans, etc., il faut voir que tout ça, il y a 30 ans, c'était quand même... c'était pas si évident que ça. Alors aujourd'hui, ça paraît banal, mais il y a 30 ans, c'était pas si évident que ça. Et donc, il faut voir quand même le chemin parcouru auquel, à sa place, modestement, Sol a pu contribuer là où on était, et là où Sol était. Après, évidemment, il y a le deuxième angle, ce que disait Christiane, c'est qu'en face de ça, il y a cette société hyper fractionnée, violente, dans les réseaux sociaux, dans les rapports entre les gens, etc. Et c'est une tout aussi grande réalité. Donc, quelques mots de... Zut, je suis perdu mes notes. Et puis j'ai oublié mes lunettes alors en plus. Moi, ce que je dirais aujourd'hui, c'est que, et on l'a dit, il y a vraiment cette question de comment une approche rurale, et encore une fois, vous voyez bien que la ruralité, c'est pas quelque chose d'enfermant, c'est plutôt une approche, c'est plutôt une façon d'essayer de trouver des équilibres, de les construire, de ne pas être dans le dogmatisme. Qu'est-ce que cette approche rurale aujourd'hui semble pouvoir irriguer pour des enjeux de demain? Alors d'abord, ce qu'on voit nous, c'est peut-être encore des signaux faibles, mais qu'il y a des nouveaux domaines, on va dire, en tout cas qui étaient moins des domaines traditionnels de ce qu'on faisait à Sol, où cette question-là commence à apparaître. C'est-à-dire qu'est-ce qu'une approche rurale ou une culture rurale, hein, alors on peut mettre tous les mots qu'on veut derrière, peuvent apporter à la question du rôle et de la place de la femme dans nos sociétés. Il y a aujourd'hui des groupes qui se constituent pour réfléchir à ce genre d'enjeu. Il y a, de questionnement, c'est pas un enjeu. Il peut y avoir des questionnements aussi au travers de la relation à l'animal. Il y a des groupes d'éleveurs aujourd'hui, d'éleveuses, qui se constituent entre le vivant, où on est dans un rapport hyper compassionnel, et donc voilà, tout être vivant en soi, faut le materner, et puis un vivant qui peut être vu ou qui serait vu plus que comme un minerai quelque part, et il y a l'idée d'avoir une approche qui est plutôt d'un équilibre entre les deux, où oui, c'est un être vivant et on fait attention à ça, et puis en même temps c'est aussi une ressource parce qu'on doit manger, et que donc là il y a tout un tas de champs, mais qui peuvent aussi se déployer pour moi dans le champ de la gestion de l'eau, etc. Ça ne veut pas dire que c'est mieux, hein, pour moi.
Ça veut dire qu'au sens de construire de nouveaux équilibres de société, il me semble que là, il y a une altérité singulière qui mériterait quand même d'être beaucoup plus entendue. Là où aujourd'hui, on ne parle plus que de rural ou de territoire, peut-être comme un espace, mais pas comme une façon de penser le monde et d'agir dans le monde, qui mériterait d'être plus reconnu et valorisé. Et donc, il y a tout un tas d'enjeux traditionnels aussi où ça peut se déployer. Et puis enfin, je dirais quelques mots, je retrouve mes notes, sur des sujets où, à mon avis, je vous le disais, je pense que la bascule aujourd'hui, c'est de passer d'une capacité à définir des horizons communs, et on voit que c'est pas si facile que ça, à comment on coagit ensemble pour construire ces horizons communs, sans se substituer les uns les autres. Et donc il y a eu quelques pistes, mais qui ont déjà été données par les uns et les autres. Ce qu'on voit, nous, c'est entre le local et le global. Alors je vois Intercéréales représenté par Maxime en haut, c'est comment on peut combiner des logiques de filières longues, avec leur ressort de compétitivité, de performance, et qui construisent aussi quelque part du commun là où elles sont, avec des enjeux plus territoriaux. Ça, pour nous, c'est un sujet très important à pouvoir croiser une logique de filière, une liste tissulaire, et en quoi une approche par le territoire permet de combiner des performances différentes. On voit qu'aujourd'hui, c'est très compliqué et très difficile à faire, mais là, il y a un sujet pour nous à explorer, à creuser, et voilà, pour faire évoluer et trouver des solutions. On l'a dit, il y a, sur les questions des modes de décision démocratiques, on en a parlé en comité d'orientation aussi. On voit bien que ces modes de régulation très collectifs, normatifs, universalistes ont toute leur beauté, mais aussi toutes leurs limites face à des situations plus complexes. On voit bien qu'on tâtonne dans le participatif, mais qu'il y a de nombreux écueils à ça. En particulier, voilà, ce qu'on appelle, cette idée de toujours vouloir du coup se substituer à l'autre ou d'interagir, mais qui est une grande violence, de toujours vouloir penser. Il y a des chances qui vaut équivalence de compétences. Voilà, alors du coup, comment on réactualise ou on redynamise ces processus démocratiques? Est-ce que la voie du rural peut apporter quelque chose là-dessus? Je pense que oui, mais comment? Ça reste à travailler. Ça, je l'ai dit. Et puis enfin, je dirais un dernier point, puis je m'arrêterai là. On a parlé beaucoup de commun, de bien commun, et ce qu'on sent aujourd'hui aussi, c'est qu'il y a un très grand enjeu sur comment on finance ça. Comment on finance des gens qui mettent les gens en relation avec les autres pour construire du bien commun. Si je dis vite, quand on est salarié, on a un salaire pour ses intérêts individuels, on paye l'impôt pour l'intérêt collectif. Mais qui finance aujourd'hui? Alors il y a beaucoup de bénévolat, il y a beaucoup de choses comme ça qui se font, mais est-ce qu'on peut trouver des choses? Alors si c'est sous la coupe du privé, ça ne va pas. Si c'est sous la coupe du public, ça ne va pas. Et je trouve que ça pose plein de questions. On voit qu'il y a aujourd'hui des entreprises qui se posent des questions d'être des entreprises à mission. Donc elles se disent, est-ce que c'est à moi de prendre en charge du commun? Mais c'est pas si évident que ça, parce que pourquoi une entreprise définirait ce qu'est le bien commun? Il y a toutes les fondations qui se développent aussi dans ce champ-là, peut-être, l'économie sociale et solidaire. Je pense aussi à tout ce qui existe autour des questionnements autour des paiements pour services environnementaux. C'est aussi, est-ce que c'est une nouvelle rétribution de l'agriculture demain? Mais du coup, c'est comment contribuer au commun? Mais est-ce que le paiement, les PSE, sont en soi des bons outils? Est-ce qu'on ne va pas encore une fois téléguider les gens de l'extérieur plutôt que de passer par eux en leur faisant confiance pour construire? On entend que vous avez du travail pour 10 ans, au moins. Donc on a encore une bonne décennie, 30 ans pour vous. Merci infiniment. Peut-être un petit mot de conclusion si vous voulez bien venir nous rejoindre.